À la une ce soir, Jean-Michel Baillet en Martinique pour 48 heures. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités à Schellcher cet après-midi au menu. Découverte du front de mer et des projets en cours en compagnie des élus de la ville. La tension de plus en plus forte dans le bras de fer entre les transporteurs et la CTM. Nous vous proposons ce soir de revenir sur les menaces de blocage et sur les réactions plus que virulentes qui circulent sur les réseaux sociaux. La guerre des prix entre les compagnies aériennes à l'occasion du salon du voyage qui a ouvert ses portes aujourd'hui au Palais des Congrès. Une quarantaine d'exposants seront sur place jusqu'à dimanche. Nous, journalistes, ont constaté des offres très promotionnelles. Et enfin, votre sport week-end, donc le menu du sport pour ce week-end, demi-finale de la Coupe de Martinique en handball, l'avant-dernière journée du championnat en basket. Et puis nous ferons également un point sur une nouvelle disposition, donc le sport sur ordonnance en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre, notamment en direct depuis notre page Facebook. C'est certainement l'une de ses dernières visites chez nous en tant que ministre de François Hollande. Jean-Michel Baillet est en Martinique depuis cet après-midi. Le ministre chargé de l'aménagement, de la ruralité et des collectivités locales a entamé son séjour de 48 heures par la ville de Schellcher. On fait le point avec Sabrina Doré et Michelet François. C'est un projet bien avancé qui est présenté au ministre. La ville de Schellcher prévoit d'aménager la frange littorale avec entre autres un port à Fond-la-Haye. Le dispositif est attendu depuis de nombreuses années par les pêcheurs de la commune qui sont aujourd'hui de moins en moins nombreux. Il n'y a pas de mouillage à l'eau pour leurs bateaux. Ils sont obligés, lorsqu'ils partent vers 2h30 du matin, 3h30 du matin, de prendre une petite planche à voile pour aller récupérer le bateau au large. Vous voyez ? Et c'est compliqué pour un marin pêcheur de faire ce geste-là tout le temps. Donc c'est un problème pour les marins pêcheurs. Mais il n'y a pas de quoi pour un marin pêcheur de Fond-la-Haye puisse se développer normalement comme peut-être les autres marins pêcheurs qui sont très équipés, quoi. Par exemple le port de Casse-Pilote. Des difficultés auxquelles les professionnels de la mer semblent s'être résignés. D'ailleurs, la visite du ministre est perçue comme de la poudre aux yeux à quelques semaines des échéances électorales. Jean-Michel Baillet, quant à lui, a tenu à rassurer sur des promesses qui rentrent aujourd'hui dans le cadre de la continuité de l'action publique. Ces fonds sont disponibles sur le projet de loi de finances 2017. À partir du moment où je les engage, ils ne seront pas remis en question, parce qu'il est un moment où on ne peut plus aller en arrière, et nous y sommes sur ce projet. Le projet existe, nous le dotons, nous le signifions aux élus. Qui pourrait avoir l'idée de revenir en arrière et de dire aux élus c'était pour rire? Ça n'existe pas. L'autre projet phare de la ville est l'implantation des structures économiques de Lens-Madame. L'objectif de la municipalité qui accueille chaque année la semaine nautique est de conforter le label Schellcher Station Nautique. La partie de financement de la CTM est déjà assurée et la confirmation de la participation de l'État rend le projet vieux de 50 ans enfin perceptible. Nous n'avons pas porté nous personnellement, c'est un projet que nous avons trouvé en arrivant aux responsabilités, que nous avons amendé pour le rendre plus crédible en termes d'émargement au niveau des différentes sources de financement. Pourquoi? Parce que tel qu'il avait été originellement conçu, les sommes en présence étaient telles qu'on n'aurait pas eu de partenaire là-dessus. Donc on l'a rendu acceptable, on lui a donné un visage possible en termes de financement. Et aujourd'hui, il est question pour nous, grâce à ce réalisme dans cette présentation, d'avoir bon espoir de pouvoir le réaliser. Je ne doute pas pour ce qui me concerne aujourd'hui. En fin d'après-midi, ce sont les communes du Nord qui ont pu bénéficier d'une séance de travail avec le ministre sous forme de réunion avec Cap Nord. Demain matin, c'est le front de mer du marin qui sera à l'ordre du jour. Parlons économie maintenant, c'est un marché de plusieurs millions d'euros. Les sacs plastiques qui protègent les bananes des Antilles, c'est un industriel français qui les produit. Le groupe Sphère, son PDG, John Persanda, est actuellement en visite chez nous et il est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors votre groupe est spécialisé dans les sacs plastiques biodégradables et vous avez travaillé, et vous travaillez toujours en ce moment, sur des sacs plastiques fabriqués à base de canne à sucre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors le sac plastique et notamment la gaine qui est sur les bananes à gaine bleue que vous voyez, à partir du moment où elle est faite à partir de matériaux fossiles, de pétrole, 1 kg de sac dégage 2 kg de CO2 dans son cycle de vie. Alors que lorsque l'on utilise de la canne à sucre, avec la canne à sucre on fabrique de l'éthanol, l'éthanol peut faire du rhum, mais on peut faire aussi de l'éthylène, du polyéthylène, et là on absorbe dans le cycle
cycle de vie 1 kg de CO2. Donc c'est un pas en avant et nous sommes en train de travailler ici avec Banamar pour développer justement ce genre de développement sur tous les films bananes et nous allons travailler aussi avec une société locale pour fabriquer ces films bananes, ces gaines bananes en concomitance avec nous en métropole. Alors, ça intéresse évidemment beaucoup les Antilles et la Martinique, puisque nous sommes producteurs de bananes, en même temps aussi producteurs de canne à sucre. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser des cannes à sucre des Antilles pour en faire des sacs plastiques ? Impensable. Il vaut mieux rester sur le rhum, qui est quelque chose d'extraordinaire, qui a une valeur ajoutée supérieure, car il faut des étendues énormes, et ça vient du Brésil principalement. La société Braskem est leader là-dedans, et donc c'est du renouvelable et du énorme production, alors qu'ici, je crois qu'il vaut mieux se contenter ici de continuer à faire ce merveilleux produit, hein, ce XO et ce rhum vieux que l'on fabrique ici et qui est vendu maintenant dans le monde. Il commence à avoir vraiment une connotation extraordinaire, plutôt qu'essayer de fabriquer ici quelque chose qui est vraiment grossement industriel. Alors le groupe Sphère, vous avez plus d'une dizaine de marques, hein, un grand public ou pour les professionnels dans l'emballage plastique, mais vous êtes surtout, je disais, spécialisé dans les plastiques biodégradables. C'est un secteur en vogue en ce moment, notamment grâce à la législation européenne et française qui prône justement... La loi de transition énergétique a imposé à partir du 1er janvier que les sacs fruits et légumes soient fabriqués à base de matières premières biodégradables, biocompostables, mais compostables d'une manière domestique, c'est-à-dire qu'il doit se détruire à 26 degrés et non pas d'une manière industrielle. Et là, je vois déjà en Martinique, c'est vraiment très écolo, puisque je vois pas mal d'hypermarchés, supermarchés qui sont déjà passés, avec nos produits d'ailleurs. Il n'y a pas que nos produits Alpha Pack en rayon, il y a aussi les produits Végéos que l'on trouve, qui sont les produits pour mettre ces fruits et légumes dedans, et qui sont compostables en 6 mois, il n'y reste plus rien. Alors vous avez une longueur d'avance sur vos concurrents qui ne sont pas spécialisés dans le plastique biodégradable. On parle souvent du 7e continent de plastique qui vogue dans les océans. Est-ce que vous vous intéressez aussi à cette question ? Oui, nous sommes en train de mettre au point un produit qui s'appelle le Blue Plast, qui est un produit qui tiendra un sac plastique qui tiendra la pluie pendant 2-3 jours et qui, lorsqu'il ira dans l'eau, dans les rivières, dans la mer, se délitera et sera absorbable par les poissons, par les tortues, etc. Sans danger. Je pense même que ça peut-être les nourrira. Mais n'allons pas aussi loin que ça. Alors, nous attendons maintenant la vérification que tous les produits que nous avons sont acceptés par la législation européenne, et notamment la Commission européenne, puis le Parlement européen, qui doit les classer dans une liste. Et dès que nous aurons ça, le produit existe déjà, nous pourrons le lancer. Tout autre chose, vous êtes aussi à la tête de la Fondation Sphère, qui organise notamment différentes activités, dont le mécénat, notamment d'artistes, et vous avez plusieurs rendez-vous pour les Martiniquais. Oui, nous avons une Fondation Sphère, en effet, et depuis 10 ans, nous venons chaque année apporter de la musique classique en Martinique, et une musique classique qui est liée à la Martinique, puisque nous avons donné les œuvres du Chevalier de Saint-Georges, nous avons fait la musique au temps de Joséphine à la Pagerie, nous avons fait l'opéra du Chevalier de Saint-Georges dans les ruines du théâtre de Saint-Pierre et à l'Atrium. Et cette année, nous donnons aujourd'hui à l'Hôtel de la Collectivité Territoriale, dans une vingtaine de minutes, un concert de musique classique qui s'intitule Les 3 continents, l'Inde, l'Afrique, l'Europe, qui ont fait la Martinique avec les 3 sopranes, une indienne, une africaine et une européenne. Et c'est un concert qui va être absolument extraordinaire, qui va partir des Indes galantes de Rameau jusqu'à Villa-Lobos, donc très orienté vers notre continent américain. Et demain, à la cathédrale à 19h30, il y a un grand concert de musique liturgique avec du Bach, du Pergolèse et du Handel, avec les chœurs de Sainte-Thérèse, avec aussi nos 3 solistes, avec le grand chef d'orchestre Peter Valentovich, qui d'ailleurs vous donnera l'année prochaine avec les chœurs de Sainte-Thérèse un Carmina Burana à l'Atrium. Et nous avons évidemment nos 3 sopranes qui sont absolument extraordinaires et qui sont vraiment à voir et à entendre parce qu'elles ont donné tout pour ce concert. D'ailleurs, elles viennent régulièrement pour l'une ou 2 d'entre elles en Martinique et elles adorent venir dans ce pays, dans cette île où elles ont un accueil chaleureux. Alors, ce que nous voulons aussi, c'est faire aussi des concerts dans le Nord. C'est la raison pour laquelle nous avons eu un grand succès à Saint-Pierre, parce que les gens du Nord, aussi bien de Grand-Rivière que de Saint-Pierre ou de Prêcheur, n'ont pas grand-chose en musique classique et vraiment, ça, ils ont apprécié. On voit. Merci beaucoup. On voit à quel point vous êtes extrêmement pointu donc, sur ce domaine musical. Merci d'avoir accepté
notre invitation. Économie, toujours le salon du voyage a ouvert ses portes aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, une quarantaine d'exposants présents au Palais des Congrès de Madiana. L'occasion de dénicher des offres promotionnelles, notamment pour les billets d'avion. Quelques réactions recueillies par Sabrina Doré et Michelet François. Chaque compagnie décide des tarifs qu'elle souhaite proposer pour les salons. Donc nous travaillons sur notre grille tarifaire. Bien sûr, le jour du salon, nous regardons un peu comment les autres compagnies se sont positionnées afin éventuellement d'ajuster. Mais chacun gère ses tarifs de son côté. Avant la préparation, on n'a aucune information sur ce que vont faire les autres. Donc on essaye d'évaluer ce qu'ils pourraient faire en fonction de ce qu'ils ont fait les autres années. Et puis après, on a notre propre politique et notre choix en fonction de nos remplissages aussi, du nombre de vols que l'on a cet été. Et dès que le salon démarre, évidemment, c'est un peu le jeu à qui fera la surprise, qui surprendra les autres. Et je dirais c'est un petit jeu qui est sympathique et qui stimule la concurrence. L'actualité sociale à présent, les transporteurs, toujours pas d'avancée dans le bras de fer initié avec la CTM. Pendant ce temps, menaces de blocage et messages virulents fusent sur les réseaux sociaux. Une guerre des nerfs qui vise à faire pencher l'opinion publique d'un côté ou de l'autre. On voit cela avec Guy Raphaël René. Des messages qui disent non aux éventuels blocages, mais qui incitent également à la violence. Certains préconisent d'incendier les camions des transporteurs qui oseraient entamer une grève paralysante. Si cela concerne une poignée de réactionnaires dans la population, rares sont ceux qui adhèrent à cette idée de bloquer la Martinique. Il y avait déjà eu une première idée déjà de le faire il y a quelques temps de ça, juste avant le carnaval. Et j'avais déjà pris un petit peu la température de la population et franchement, c'est pas très populaire. Mon a un problème avec la CTM. Il y a les manifester avec la CTM pour qu'il prend un petit peu en otage alors que nous pas rien avant ça. Donc, on pense que la réaction n'est pas très bien orientée. Bloquer la CTM, comme ça la CTM qui réagit, pas moi pour bloquer. Il y a peut-être d'autres moyens de résoudre cela avec un peu plus de diplomatie. L'augmentation de l'essence est sévère pour tout le monde. S'ils se battent dans l'intérêt général, pourquoi pas? Mais s'ils se battent uniquement pour leur intérêt propre, moi je trouve que c'est un peu limite, quoi. Après, voilà, si c'est le seul moyen qu'ils ont pour obtenir des résultats, moi je trouve que c'est vraiment dommage. Des réseaux sociaux qui sont devenus le théâtre d'une certaine hostilité à la montée en puissance du mouvement des transporteurs. Pour Jean-Léandre Ludgeri, l'un des représentants de la profession, le président du conseil exécutif aurait sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Marie-Jeanne a toujours été d'une manière un petit peu excessive, mais il faut voir quel message passe envers la population, parce qu'on a une population qui souffre, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de gens qui ne s'en sortent pas, mais qui ne connaissent pas nécessairement la situation du transport. Ils ne savent pas comment ça se passe dans cette profession. Et je pense qu'un président doit être au-dessus de la mêlée et essayer d'apaiser les choses, mais pas dresser les Martiniquais contre une catégorie. Il faut que tout le monde reprenne son calme et qu'on discute, parce que c'est ce qu'on demande, la discussion. Le président du CRTM appelle à l'apaisement et à la pédagogie. Il attire l'attention sur la réalité de sa profession. Un transporteur, quand il crée un emploi, ne serait-ce que le sien, il faut qu'il avance 200 000 €, rien que pour acheter un matériel. Et quand il va créer 10 emplois, ça veut dire 10 transporteurs, c'est 10 camions, et c'est 10 bacs de gasoil, c'est des centaines de pneus. Donc ça fait tourner l'économie. Moi personnellement, je n'ai qu'un camion et je suis dessus. J'ai hypothéqué ma maison pour créer mon propre emploi. En attendant une prochaine rencontre avec Alfred Marie-Jeanne, les transporteurs restent mobilisés. L'heure est encore à la concertation pour la suite des événements. Justice, le verdict du procès d'Olivier Ferdinand vient de tomber. 25 ans de prison pour cet Antillais condamné pour avoir tué Audrey Verdol, sa compagne guadeloupéenne. Les faits se sont déroulés dans l'Hexagone en 2008. On écoute la réaction de la famille de la victime interrogée à la sortie de la cour d'assises de Melun par notre correspondante Solène Boisseil. Ça me soulage, mais en même temps, j'en ai gros sur le cœur quand même. Mais parce qu'il a eu 25 ans. Dans 17 ans peut-être, dans 20 ans, il sera dehors. Mais moi, ma fille, je ne l'ai pas toujours. Hein. Je n'aurai pas ma fille. 25 ans, c'est un soulagement. C'est bien, c'est bien. 25 ans, ça fait 8 ans qu'on attend. C'est que du bonheur. Pour nous, c'est du bonheur.
Parce qu'on a attendu, il a fait appel, ben, tant pis pour lui. Il n'aurait pas dû faire appel. Parce qu'il y a des éléments qui se sont passés qui ne s'attendaient pas. Il a une petite amie qui a dit qu'il voulait la tuer aussi, comme il a tué Audrey. Il n'aurait jamais dû parler, il n'aurait jamais dû faire appel. Donc pour nous, c'est un soulagement. Sa mère, elle va pouvoir partir tranquille. 25 ans de prison, c'est 5 ans de plus que la première condamnation de la Cour d'appel. Revenons maintenant sur la dernière journée d'audience hier. L'accusé n'a pas reconnu les faits à l'occasion de ce deuxième procès, difficilement vécu par la famille. Un reportage de notre correspondante, Solène Boisseil. Une ambiance pesante règne dans la cour d'assises de Melun depuis 4 jours. La famille d'Audrey Verdol n'arrive pas à faire le deuil 7 ans après son meurtre, retrouvée enfouie sous la terre dans une forêt en Seine-et-Marne. Ils ont déjà vécu ce calvaire devant la cour d'assises de Bobigny en 2015. C'était extrêmement dur pour la maman, surtout que dans ce procès, il y a quand même des photos qui sont dramatiques, puisque sa fille, on l'a retrouvée dans un état de décomposition avancé. Et ce que la famille attend, ce qu'elle espère encore, mais bon, vu le profil de l'accusé, elle ne l'aura certainement pas, elle aurait souhaité qu'ils disent la vérité, enfin, qu'ils disent comment sa fille a vécu les derniers instants de sa vie. Derrière l'épaisse vitre du box de l'accusé, Olivier Ferdinand, un Guadeloupéen de 32 ans condamné en première instance à 20 ans de réclusion criminelle. Aucune preuve matérielle ne l'accable, mais toutes les pistes semblent pourtant converger dans sa direction. Lui reste constant et formel, il n'a pas tué Audrey. Aujourd'hui encore en appel, il attend son acquittement. Depuis son placement de garde à vue de façon effective en 2011, il est constant, il raconte toujours la même histoire, il explique pourquoi il n'a pas dit la vérité au départ. Il a fait beaucoup de délits, il dit qu'il a commis beaucoup d'infractions dans sa vie, de façon générale, mais qu'en tout cas il n'a pas tué Audrey Verdol. Pourtant, l'accusé s'est une fois de plus emmêlé les pinceaux lors de son audition devant la cour en essayant de clarifier ses déclarations contradictoires à la police entre 2009 et 2015. Les réquisitions de la partie civile et de la défense sont attendues ce vendredi matin. Pour enlèvement, séquestration et meurtre, Olivier Ferdinand encourt jusqu'à la perpétuité. Et on vient de le dire, donc la peine vient de tomber, donc 25 ans de prison pour le principal coupable de cette affaire. Restez avec nous, le marché de l'automobile de luxe, une nouvelle marque s'installe dans un créneau plutôt restreint, vous le verrez. Nous ferons le point sur vos différents rendez-vous sport de ce week-end avec Carré Chassol. Et puis, dans votre JT des communes, découverte d'une association qui accueille des jeunes en situation de handicap. Après Audi, Porsche, BMW ou Mercedes, c'est au tour de Jaguar de s'installer en Martinique, une nouvelle marque de voitures de luxe pour un marché plutôt restreint. On fait le point avec Louis Sabas. Le cabriolet F-Type ou la berline XE, de belles représentantes de l'assaut British marque Jaguar, des modèles premium qui débarquent en Martinique. Il faut dire que depuis quelques années, la luxueuse marque au félin s'ouvre au grand public. Ici, c'est avec sa grande nouveauté, le crossover F-Pace, que Jaguar compte répondre à la demande et tracer sa route. Le positionnement de Jaguar dans l'esprit des gens, dans l'esprit collectif, Jaguar est une marque qui est positionnée très très haut, très très luxe. Maintenant, l'accessibilité de la marque, et c'est aussi notre travail qu'on doit faire au niveau de la communication, c'est faire prendre conscience aux gens que la marque Jaguar est beaucoup plus accessible que les gens ne pourraient le penser. Je vous donne juste un exemple, les gammes de prix commencent à 38 000 €. Nous garantissons nos véhicules 3 ans, kilométrage illimité, et l'entretien est inclus également dans les prix. Et quand on se compare par rapport à nos amis allemands, par exemple, qui s'octroient les premières places au niveau du premium, au niveau du positionnement prix, nous sommes très très bien positionnés. Dans cette aventure, la marque sœur Land Rover accompagne Jaguar. Ces 2 dernières années, les véhicules premium ont connu un grand succès en Martinique. En 2015, sur les 16 300 voitures vendues, les marques allemandes Audi, BMW et Mercedes ont écoulé sur le marché local un peu plus de 1000 voitures de luxe. Et l'an dernier, sur plus de 15 000 mises en circulation, 860 étaient des premiums. Pourtant, il se pourrait bien qu'il ne s'agisse que d'un phénomène passager. En moyenne, sur les DOM, les marques premium baissent. Mais pire, si on analyse dans les détails les ventes des marques premium, non seulement elles baissent d'une façon générale en volume sur l'ensemble des DOM, mais elles baissent surtout en termes de mix. Dans le sens où actuellement, les ventes des marques premium se concentrent sur les plus petits modèles et au sein des plus petits modèles sur les modèles les plus entrée de gamme, c'est-à-dire les moins équipés. Donc l'avenir des marques premium n'est pas assuré en Martinique. Dans cette concession, on parie donc sur le premium hybride, une technologie qui connaît un succès grandissant.
Mais pour l'heure, les amoureux de belles mécaniques ont désormais l'occasion de se laisser séduire par le côté racé et le charme à l'anglaise de ces voitures de luxe. Parlons santé maintenant, c'est bien connu. Le sport rime avec la santé. Pour être en bonne santé, il faut faire du sport. Eh bien, sachez que depuis le mois de mars, les médecins peuvent prescrire à leurs patients du sport sur ordonnance. Oui, du sport. Mais calmez-vous, ce n'est pas encore remboursé. On voit cela avec Yohan Boulard. Sur ce terrain de basket, peu importe les points. Ici, on se réapproprie son corps dans la bonne humeur. Marilyn est diabétique. Son docteur lui a prescrit une thérapie non médicamenteuse surprenante. Du sport sur ordonnance. La pratique du sport m'a fait perdre du poids, ce qui veut dire que ma glycémie, elle est OK. Hein, et je prends moins d'insuline, d'accord, et accompagné d'une alimentation saine. Donc j'ai mon cuisinier, mon fils Luc, qui fait la cuisine pour moi. Donc il surveille l'alimentation de maman. Les séances de sport sont prescrites par les médecins. Elles sont assurées par des professionnels de la discipline. On utilise toujours des tests au début, en cours de cycle et à la fin du cycle pour voir l'évolution des différentes personnes, pour voir s'ils ont regagné un petit peu d'élasticité, s'ils ont regagné un petit peu de tonus musculaire. En France, tout territoire confondu, plus de 9 millions de personnes souffrent d'affections longue durée. La loi vise à permettre aux bénéficiaires d'adopter un mode de vie physiquement actif afin de réduire les risques. Une mesure qui semble trouver aussi preneur sur notre île. Je trouve que c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en profitent pas. Alors si le médecin le prescrit, on est obligé de le faire. C'est bon pour le physique, mais surtout pour le mental et le moral. Lorsqu'ils prescrivent ce sport, est-ce que c'est remboursé normalement? Puisque c'est une prescription donnée par un médecin. Une question qui assombrit quelque peu le tableau. Du côté des médecins généralistes, si l'on est satisfait de pouvoir ordonner la pratique sportive, la mise en application de la loi connaît aussi ses limites. Vous savez qu'en ce moment, on est dans une période de réduction et d'économie. Donc, elle montre l'engagement des pouvoirs publics à vouloir justement faire de la prévention, que le patient fasse du sport justement pour éviter la survenue de maladies. Malheureusement, en France, on n'est encore pas au système où cette prévention est prise en charge par la sécurité sociale. Donc c'est paradoxal parce que plus on soigne mieux, moins on tombe malade et moins on coûte cher. Mais pour le moment, c'est encore pas pris en charge. La solution serait peut-être du côté des initiatives locales, associatives, mutualistes ou encore privées, comme dans certaines villes de l'Hexagone, en attendant une éventuelle prise en charge gouvernementale. Pour l'heure, seul le candidat Benoît Hamon a inscrit dans son programme le remboursement du sport sur ordonnance. À défaut de faire du sport remboursé sur ordonnance, regardons tout de suite le programme sport de ce week-end, réuni par Carrie Chassol. Sport collectif pour débuter en handball, les demi-finales de la Coupe de Martinique s'ouvrent ce soir. Chez les femmes, à partir de 20h, on aura droit au choc Arsenal, réveil sportif. L'autre demi-finale se déroulera demain 19h et mettra face à face la Gauloise et l'USC Citron. Chez les hommes, à partir de 21h30 ce soir, Sainte-Anne-Cap-Saint-Denis sera face à l'Espoir de Floréal. Et demain, 20h30, on aura droit à un USC Citron Étoile de Gondo. Toutes les rencontres se dérouleront au Palais des Sports de Trinité. En basket masculin, début ce soir de la 17e et avant-dernière journée du championnat élite. L'USAC sera face au WAX à 20h au hall de Corridon. Demain 20h, 4 matchs refermeront cette 17e journée. Chez les femmes, demain 18h, 3 matchs, dont le choc Éclair Gauloise au hall de Rivière-Salée. Toujours demain à 19h, un match clôturera cette journée. En volleyball, on joue la 5e journée de la 3e phase du championnat. Chez les femmes, dans le groupe 1, 2 matchs, demain 19h, dont un intéressant Smash Club, Rayon. Dans le groupe 2, 2 rencontres sont programmées demain 19h et une dimanche 9h. Chez les hommes, 2 matchs, demain 20h30, dont un certain Rayon Espoir. Et une rencontre clôturera cette 5e journée dimanche à partir de 10h30. En football, début ce soir 20h de la 18e journée du championnat de Régional 1. 3 matchs au menu. Aiglon Excelsior au Lamentin, Good Luck RC Rivière Pilote à Dillon et New Club US Diamantinoise à Petitbourg. Suite de cette journée demain 16h avec 3 matchs dont un alléchant Club franciscain Club colonial. Une rencontre refermera cette 18e journée demain 19h.
Chez les femmes, la 15e journée du championnat débute demain, 19h30. Cette journée se clôturera dimanche 16h avec notamment le Classico RC Saint-Joseph-RC Rivière-Pilote. En rugby, le top 4 se déroule au Gosier en Guadeloupe. Demain 16h, le CS militaire sera face au Good Luck de la Guadeloupe et à 18h, le Bruc affrontera le rugby club Diamant Martinique. En athlétisme, le premier tour qualificatif des Carifta aura lieu demain à partir de 14h au stade Louis-Achille. Sport en bref pour conclure, il y aura dimanche un natathlon, un challenge de natation synchronisée, de la gymnastique ainsi que du cyclisme avec la deuxième manche du Grand Prix des artisans et commerçants du François. Avant de refermer ce journal local et régional, cette information pour les passionnés de dancehall. Benny Man est en Martinique en ce moment, il sera en concert demain soir à Fort-de-France. Louis Sabas a pu rencontrer le docteur, comme l'appellent ses fans, cet après-midi pour une interview. But they come from Jamaica. Lot of its record, but I am a record breaker. Big baller thing in a LA, they call me Laker. From you know myself, I am a true money maker. This is what we do, you know. Je vais jouer des nouveaux sons de mon nouvel album. C'est aussi pour ça que j'aime me présenter à mon public, pour pouvoir un peu leur montrer où je vais avec ma musique. I'm afraid that Triple H now old organ. Some little fool way I chat me really know man. Tell them man I yardy. Me no take talk in a party yardy. Richard on the sheet and I think they. Est-ce que le public martiniquais me connaît? Parce que en fait moi j'aime performer devant tous les types de publics. C'est performer devant un public martiniquais, c'est comme performer devant un public de Guyane française, de partout dans la Caraïbe, partout dans le monde. Moi, ce que j'aime, c'est faire le show, c'est performer. Et les Français adorent le dancehall music. Them same ones, bitch and shame and sound short, it can them never contribute a dollar to the saltfish. Listen what I'm saying. I got music continuously every day. So, if you know this about me, just know that I'm the king of the dancehall. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes. Et on commence ce journal des communes avec cet appel aux dons lancé par la Banque alimentaire de Martinique. Les membres de l'association seront présents au carrefour d'Ilan ce week-end. Des dons en argent afin de distribuer de la nourriture aux personnes nécessiteuses. On écoute Louisa Odel, une bénévole interrogée par Guy Raphaël René. Au niveau des caisses, vous pouvez faire un don. Donc vous dites à la caissière du moins ce que vous voulez donner. Et donc, elle comptabilise dans votre facture. Et à ce moment-là, donc, voilà, ces dons seront versés à la Banque alimentaire. Donc, nous faisons des achats par la suite de produits frais que nous ne pouvons pas stocker. Ce sont des denrées que nous ne pouvons pas stocker. Donc, après, nous faisons des achats sur place pour pouvoir distribuer aux bénéficiaires par la suite. Donc, il faut des produits laitiers, des fruits, des légumes. Donc, à ce moment-là, nous pouvons acheter ces produits sur place au moment voulu pour pouvoir les distribuer aux familles. Ce soir, nous n'enlevons pas de produits, d'accord? Le produit, je dirais, sera en fonction de la trésorerie que les clients du magasin ont laissé au nom de la Banque alimentaire. Nous avons au sein des GMS, des grands magasins, de grandes surfaces, disons, une possibilité, cette possibilité-là, de faire garder par eux, les grands magasins, ces produits-là, aux conditions idéales, il faut reconnaître par rapport aux nôtres, quoi. Je vous le disais tout à l'heure, Hubert Bornil nous emmène ce soir à Fort-de-France à la découverte d'une association qui s'occupe de jeunes en situation de handicap. On regarde. C'est juste avant l'heure du déjeuner, une immersion dans une classe un peu spéciale. Il faut dire qu'ici, le public que l'on accueille, ce sont des personnes qui connaissent certaines difficultés. Alors, tout l'enjeu, c'est de les amener à trouver une sorte d'intégration dans la société. Je suis à Atama, disent fièrement la plupart de ces jeunes pour désigner la structure qui les accueille à longueur d'année. L'Association des travailleurs handicapés de Martinique affiliée au groupe national. Ici à Renéville, non loin de l'école primaire, ces jeunes souffrant de différents troubles participent dans une bonne ambiance à des ateliers d'intégration sociale comme il convient de le souligner. J'apprends à écrire
À lire. La langue des signes. Tu as appris la langue des signes? Bonjour. Ah ouais, comment on dit bonjour? Montre-moi. Intégration sociale, certes, mais cela passe par l'alphabétisation, l'apprentissage de la langue des signes. Les jeunes sont aussi formés à des activités liées au domaine des services à la personne. Et après, on fait passer dans le trou qui est en face. Ils sont agréables à vivre, très agréables à vivre par rapport à leur... Ils ne sont pas agressifs, voilà, ils sont à l'écoute et ils ont vraiment envie d'apprendre. Ils sont avec nous depuis quelques années. Et ils avancent, ils progressent, les parents sont contents. Donc on a fait pour chacun un PAI, le numéro 1, après nous sommes passés au deuxième PAI, pour vraiment trouver quelque chose qui va coller vraiment à la personnalité. En tout, 2 classes, soit environ une trentaine de jeunes, et au niveau de l'encadrement, des moniteurs de l'association, des bénévoles ou des personnes participant au service civique. Which color is it? Là, ils sont sur un tri de couleurs. En même temps, ils travaillent donc la motricité fine. Et en plus, on essaie d'intégrer la langue anglaise. Donc, quelle couleur is it en anglais? Which color is it? Ils doivent me répondre. Atama fonctionne comme un ESAT tout en ne l'étant pas. Avant tout, cette association créée en 2005 se fait un réel devoir de permettre à la personne en situation de handicap de vivre pleinement sa citoyenneté comme l'entend la loi portant sur l'égalité des droits et des chances. Notre semaine nationale a commencé depuis que nous avons créé le GIHP Atama. Nous n'avons pas cessé de penser, de voir, de trouver des solutions pour que tous ceux qui ne seront pas accompagnés par les dispositifs déjà dessinés par le rectorat, par l'ARS, il fallait bien. C'est pour cela que lorsqu'on parle du GIHP Atama et qu'on parle d'association, je me revendique le droit d'être une entreprise sociale. Je suis content parce que j'ai appris une très belle chanson. Et puis justement, sachez que lundi, à l'occasion de la journée porte ouverte, dès 8 h du matin, vous pourrez rencontrer ces jeunes et puis surtout acheter leurs travaux. Ça vaut vraiment le détour. Voilà pour ce reportage, donc le JT des communes que vous retrouverez demain en grand format dans votre journal. Restez avec nous, la suite de votre tranche info dans quelques instants en Tchépéia. A tout de suite.